Je m'appelle Marc Chinal, je suis d'un collectif qui est de Lyon, qui s'appelle Voter AM. Alors, Voter AM, voter c'est ER et non pas EZ, parce que c'est pas l'impératif EZ, l'important c'est que les citoyens soient conscients, c'est pas de mettre un bulletin de vote, et AM pour abolition de la monnaie, ou après la monnaie, ou monétaire, etc., etc. Donc, je vais parler de la décolonisation de l'imaginaire et des actes concrets à notre portée, mais il faut savoir qu'on est donc plusieurs collectifs en France à être autour de cette idée, que ce soit le BRT avec Stéphane Bernard, que ce soit Musica avec Jean-François Hubert, Jean-Philippe, chaque fois j'ai une plante, ça m'énerve. Et autrement, vous avez la Désargence, vous avez Zeitgeist aussi, vous avez Cratio, etc., etc. Donc on est tout petit, mais on existe, et voilà, il faut le savoir. Maintenant, ce sera sur le collectif AM. Alors, je vais commencer par une petite anecdote. On fait des salons écologistes à Lyon, un salon qui s'appelle Prime Vert, où on a un stand depuis 4 ans. Et cette année, j'ai 2 personnes qui sont venues me voir en disant exactement la même chose. C'est que la première fois qu'ils nous ont vu, notre stand d'abolition de la monnaie, ils se sont dit « Qu'est-ce que c'est que ces abrutis de bisounours ?» Évidemment, moquerie, tout ça, machin. La deuxième année qu'ils passent au salon, on était toujours là, et ils nous revoient, ils disent « Tiens, les bisounours, ils sont encore là. » Ben, je vais prendre leur petit manuel explicatif, voilà. Et la troisième année, ils repassent, ils disent, ah oui, c'est vrai, l'année dernière, j'avais pris le manuel. Ah, ouais, peut-être que je le lise. Bon, voilà. Et la 4e année, cette année, 2016, le mec vient me voir, m'explique ça, et il dit, ben oui, maintenant j'ai lu le truc, c'est évident. Donc voilà, après, dialogue constructif. Donc voilà, 4 ans pour passer du stade « qu'est-ce que c'est que ces abrutis qui veulent un système sans monnaie ?» à il serait peut-être bon de s'y intéresser. Voilà, donc comment passer de la civilisation où tout est monnaie, tout a un prix, qui est une société de l'exclusion, à une société sans utilisation de monnaie, ni troc, ni échange, ni bon, ni quoi que ce soit d'unité. D'abord, petite précision, pourquoi une société qui utilise une monnaie, quelle qu'elle soit, est obligatoirement une société d'exclusion. Parce que l'outil monnaie, il doit rester suffisamment rare pour avoir une valeur d'échange. Alors tout ça, ça pourra faire partie du débat après, ne vous inquiétez pas, là je balance les idées et tout ça. Donc, être suffisamment rare pour avoir une valeur d'échange, parce que, voilà, la monnaie feuille d'arbre, ça n'existe pas. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui contrôle le nombre, que ce soit sous base de coquillages. La monnaie coquillage, c'est pas là où étaient les coquillages que cette monnaie était utile. C'est là où ils étaient rares, là où... voilà. Après, on est passé au métal, différents métaux. Après, on est passé, en allant très vite, au papier, mais il y a eu 2-3 magouilles où justement on a oublié la notion de nombre et de rareté, donc ça s'est cassé la figure. Différentes périodes, je fais très vite. Après, on est passé à la rareté dite de marché, qui est évidemment soumise à suspicion parce que le marché est placé une notion un peu volatile, on ne sait pas trop, donc la monnaie électronique, mais il n'empêche que la base, c'est toujours un minimum de rareté pour instaurer une confiance dans l'échange. Et donc, pour être suffisamment rare, ça veut dire que tout le monde ne doit pas en avoir autant qu'il en veut, autant qu'il a besoin. Et ça, c'est vraiment fondateur. Vous avez de la monnaie, vous pouvez faire les choses. Vous n'avez pas de monnaie, vous ne pouvez pas. C'est le système de l'exclusion. Et ça, que ce soit une monnaie locale, transnationale ou autre, ou coquillage ou quoi que ce soit, c'est toujours la même chose. Donc, ce que ça entraîne, cette monnaie exclusion, c'est la guerre économique qui est permanente, que ce soit dans les économies locales,
entre deux marchands de chaussures ou deux marchands de quoi que ce soit, le marché, ils sont obligés de se le séparer, de prendre les parts de marché du voisin s'ils veulent augmenter leur chiffre d'affaires. Ou que ce soit l'économie globalisée avec les Chinois ou qui on veut, ou nous-mêmes. Voilà. Donc on recherche forcément à faire des bénéfices, puisqu'on a besoin de cet argent pour vivre. Donc il faut avoir moins de charges que de chiffre d'affaires. Donc forcément, la marge, on va attaquer tout ce qu'on peut attaquer, que ce soit le coût humain, que ce soit le coût environnemental, etc., etc. Donc pillage de la nature, parce que la nature, elle est vachement sympa, elle n'établit pas de facture. Super. L'exploitation humaine, hein. Là ça va de... Voilà, c'est tous azimuts, hein, de la prostitution jusqu'à pas payer les gens, etc., comme il faut. Les budgets aussi, ils sont jamais assez importants, que ce soit pour l'éducation, que ce soit pour l'entretien, etc. Et tout ça a une base très simple, mais pas simpliste, de cet outil qui doit être suffisamment rare. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est de se débarrasser de cette problématique sans faire pire. Donc, une civilisation sans monnaie, ni troc, ni échange, parce qu'évidemment, si on met des points, si on met des unités, on retombe principalement dans ce vice. Même si on solutionne certains petits problèmes, on reste toujours dans l'équation bénéfice et jalousie, etc. Alors, moi, je vais vous parler donc, maintenant qu'on a fait cette grande boucle, des transitions et de décoloniser les imaginaires, ce qui est déjà à notre portée. Vous avez deux familles, on va dire, le monde des idées et le monde physique. L'un ne va pas sans l'autre. Le monde des idées doit avancer, on doit y penser, on doit concevoir, mais on ne se nourrit pas de conception, donc il faut aller dans le monde physique. Donc l'imaginaire est évidemment le premier stade à cultiver, faire naître cette possibilité dans la tête des citoyens. Et ça, c'est pas évident parce que, comme je le dis souvent, on naît, l'humain naît, il n'arrive pas à voir ce qui se passe, au début les yeux ne sont pas opérationnels, il entend des sons, il ne sait pas ce qui se passe, il voit quand c'est violent, quand c'est pas violent, mais il ne sait rien de plus. Bref, il est assez handicapé dans ce monde. Or, il y a déjà les grands-parents qui ont fait un livret A pour son avenir. Donc, et c'est très bien, hein, mais on est dans le système. Et donc, on est déjà dans le système monétaire avant toute chose, avant la moindre réflexion, avant quoi que ce soit. Donc, pas évident de se sortir de ce schéma de pensée. Donc, heureusement, arrive la culture. Et notre culture, elle dépend de nous en grande partie, même si la loi du marché, là aussi, nous impose toute une culture américaine de violence. On en reparlera rapidement. La culture, c'est plein de choses. Hein. Là, c'est juste des exemples. Vous avez des livres, des BD, des films, des jeux. Alors, ce qui existe déjà, c'est par exemple le livre de Jean-François Petitgendre, Le Porte-Monnaie, qui est un roman, mais qui est très réaliste dans le sens où il parle d'un immeuble avec des habitants qui ont différentes places dans la société, que ce soit un escroc, que ce soit un notaire, que ce soit un étudiant, etc. Et la monnaie s'effondre suite à une surinflation, autrement dit, peut-être ce qui se passe actuellement sans qu'on ait vraiment bien saisi le truc. Donc beaucoup d'argent sur le marché, mais qui n'arrive pas tout de suite. Enfin bref, la monnaie ne vaut plus rien et ça s'effondre. Et qu'est-ce qui se passe dans cet immeuble? Et voilà, donc fort intéressant pour cultiver cette idée-là. Vous avez d'autres trucs plus sérieux, qui s'appellent désobéir à l'argent. Vous avez aussi, merci, un petit manuel qu'on propose qui est en téléchargement libre sur Internet où ça reprend tous les argumentaires et qui peut servir de base aussi à des débats. Là, je viens de sortir, alors désolé pour cette promotion, une BD parce que c'est bien beau le texte, mais pour le pont avec l'imaginaire, des fois on a besoin des images.
Et donc j'ai travaillé là-dessus depuis 3 ans avec des dessinateurs, un dessinateur et une coloriste. Et ça s'appelle Joanne Lepster, le début d'un nouveau monde. L'histoire d'une demoiselle. On va couper le son. Non, il n'y a pas besoin de couper le son là. C'est la merde. Bon. Vive la technique. Et donc voilà, c'est l'histoire d'une jeune fille qui, dans une soirée entre amis à refaire le monde, il y a toujours les débats droite-gauche. Elle s'aperçoit que ça tourne en rond encore et encore. Je peux pas débrancher. Et donc voilà, il y a un moment, elle dit, mais si vous vouliez vraiment résoudre vos problèmes de chômage, où les gens, ils aimeraient bien partager leur travail, mais ils ne peuvent pas partager leur salaire, donc on est toujours piégé. Donc peut-être la solution, c'est bien de imaginer une civilisation sans argent. Évidemment, la plupart des amis qu'elle a dans cette soirée se foutent de sa gueule, sauf 2 personnes qui après vont la rejoindre, et de là ils vont essayer plein de choses, ils vont échouer, mais ils vont réussir sur d'autres plans, et voilà, et c'est une aventure. Et donc ça aide à faire réfléchir les jeunes et les moins jeunes comme support. Là c'est un petit clin d'œil aussi, même si c'est pas très connu, mais la série Star Trek, elle est connue, mais l'anecdote elle est pas très connue. Dans l'épisode Premier Contact, à un moment, il y a une personne qui dit oui, mais ce vaisseau-là, ça a dû coûter vraiment la peau des fesses, quoi, tout ça. Et le capitaine Picard de Star Trek, de l'Enterprise, répond ah, mais non, l'humanité a abandonné l'utilisation de la monnaie au XXIIIe siècle. Voilà. Bon, c'est le 23e siècle, à mon avis, je ne sais pas dans quelle tête aura l'humanité au 23e siècle, donc il faudrait peut-être se bouger un petit peu avant. Mais voilà, c'est juste une allusion comme quoi c'est latent. Ensuite, petite surprise, dans Mr. Robot, une série, pas très vue par des geeks et des choses comme ça, enfin des aimants, des humains comme ça. J'en fais partie. Sur France 2, cette semaine, le dernier épisode, il y avait cette phrase qui n'est pas neutre, parce que derrière tout le côté informatique et geek, qui apparaissait déjà dans le premier épisode, il y avait cette idée qu'il fallait détruire cette monnaie. Et d'ailleurs, le fondement de la première saison, c'est la destruction des bases de données des banques pour plus qu'il y ait de dettes. Ça, voilà, c'est une apparence un peu pour débiles mentaux, mais je vous assure que vous pourriez vous intéresser, ça peut passer. Bon, même si le personnage principal est un peu, pas sous acide, mais quelques petits problèmes mentaux. Mais tout le reste est fort intéressant. Voilà. Donc, avec tout ça, la culture, on peut créer du débat. Ici, on merci et non si pas, hein. Mais ça peut servir de support à débat. Donc, continuons à cultiver. Nous, on prend aussi l'idée un peu loufoque d'aller aux élections avec des idées pareilles. Ça n'est pas évident. Mais il faut prendre part au jeu politique et ne pas laisser la porte ouverte à tout ce qui existe actuellement et qui tourne en rond. Bon, évidemment, notre but n'est pas électoraliste, vu que notre fondement, c'est la démocratie directe réelle. Et puis on serait bien embêté avec un quelconque pouvoir si on gagnait, mais de toute façon on a encore de la marge, hein. Quand on arrive à 1%, on est super joyeux. Donc c'est pas la question. La question c'est occuper le terrain et aller planter des petites idées comme ça pour que les gens se mettent à se décoloniser l'imaginaire. Et ça on a besoin de vous parce que c'est pas évident d'aller se présenter aux législatives. Je parle même pas d'une question de budget pour les circulaires et tout le reste. Mais déjà, oser y aller, quand on est dans le monde économique et tout ça, on a toujours un peu peur des qu'en dira-t-on après, dire ah oui, mais il y a un monde sans argent, le bisounours. Pas évident. Mais j'invite vraiment à ce que les citoyens n'abandonnent pas la politique, même si actuellement c'est la déshérence et c'est logique, puisque de toute façon ils font n'importe quoi. Voilà, donc là vous noterez qu'on met des affiches, bon là c'est sur Lyon. Alors,
C'est assez marrant parce qu'on voit plus Bigard avec sa poitrine que notre affiche. Mais j'ai choisi cette photo parce que c'est souvent un problème médiatique dans les débats. Déjà, quand vous faites tout ce qu'il faut pour vous présenter avec les circulaires, les affiches, tout dans les règles et tout, vous n'êtes pas invité dans les débats. Donc c'est pas évident de s'imposer. Et ça, on y arrivera si on est plus nombreux. Et j'ai laissé ce truc avec la poitrine parce que j'ai donné des coups de main à des candidats objecteurs de croissance. Et on avait fait des vidéos explicatives, intelligentes, et deux, trois vidéos un peu rigolotes, donc où il était à poil sur un vélo, le candidat. Et évidemment, les seules images qui ont été reprises par les médias, c'est le candidat à poil sur le vélo. C'est passé sur Canal+, sur France 2 et tout ça. Donc voilà, c'est juste le problème médiatique que je voulais aborder rapidement pour vous dire que c'est pas gagné. Faut jouer avec. Bref. Autre domaine hyper important, c'est la psychologie et la philosophie. Parce que des humains abrutis, avec ou sans monnaie, feront toujours une société d'abrutis. Alors ça c'est un gros problème, la psychologie et la philosophie, parce que c'est pas enseigné à l'école. La philosophie, il y en a une année, une fois que les personnes sont bien formatées juste avant le bac. Psychologie, faut être spécialisé, et encore, faut voir ce qu'on leur fait étudier. Donc, c'est vraiment un problème. Et pourquoi il n'y a pas de psychologie et de philosophie dans les écoles? Parce que, franchement, il ne manquerait plus que ça d'avoir des humains équilibrés. Ça, ce serait vraiment un problème. Ils ne seraient plus obligés d'acheter des produits inutiles pour se sentir mieux. Donc, tout passe par le cerveau. La violence, la jalousie, le pouvoir, c'est des choses qui souvent reviennent en opposition avec les idées sans argent, parce qu'on se dit ah oui, mais la violence, ça existera toujours, la jalousie, ça existera toujours. Bon, il faut savoir par exemple que la jalousie, elle est cultivée par notre système avec la publicité. C'est un bourrage de crâne permanent. Sans monnaie, vous n'avez plus besoin de la publicité. Donc la jalousie, elle reprendra sa place normale, gérable. Pareil pour la violence. On peut prendre des exemples. La violence, elle est cultivée, je parlais tout à l'heure de la culture américaine, la violence est cultivée par le système, c'est-à-dire que le super-héros, il est intelligent, il est malin, tout ça, mais à la fin, il gagne parce qu'il tape plus fort. Et ça, on s'en rend pas compte, mais on est dans ce schéma. Or, quand on apprend la psychologie, un minimum, qu'est-ce que quelqu'un qui est violent? Ça n'est pas quelqu'un qui est fort. Contrairement à ce que veulent nous faire comprendre les séries américaines ou les trucs comme ça. Quelqu'un qui utilise la violence, c'est quelqu'un qui est faible mentalement, qui se sent menacé et qui réagit par frustration. Donc, après, c'est simple, quand vous voyez quelqu'un qui est violent, vous pouvez en avoir légitimement peur, parce qu'il faut quand même se défendre, mais il n'est pas fort. Non, non. Tu es faible, tu as besoin d'aide. Et là, c'est pareil, ça brille un peu la tête et vous n'avez plus peur, entre guillemets, de la violence. Mais il faut aller creuser dans la tête, il faut aller mettre les choses bien là où elles sont réellement. Voilà. Le monde extérieur, le monde intérieur, notre cerveau n'est fait que pour reconstituer le monde extérieur dans notre tête. Et donc, forcément, des fois, il y a des décalages. Et la psychologie, la philosophie aident à être au plus près, le monde intérieur et le monde extérieur, de la réalité, parce qu'on peut communiquer avec les autres, on peut voir d'autres façons de penser, etc., etc. Et ça, c'est ce qui permettra un monde équilibré, et non pas un monde de tarés comme on vit actuellement, qui court après le fric. Voilà, donc comprendre le facteur humain, c'est primordial pour, à mon avis, ce changement de civilisation. Donc là, pareil, un bouquin, si on arrêtait les conneries, qui reprend toute cette approche sans sémantique, parce que, évidemment, en général, quand on parle de psychologie, on dit ah ouais, mais la psychologie, c'est pour les malades. Non, tout le monde a un cerveau. Tout le monde doit savoir comment l'information est traitée par le cerveau. Donc voilà, ce bouquin parle d'une approche très simple qui est suivant la survie. La survie, pareil, quand la personne violente
a un sentiment de menace sur sa survie, ben, elle utilise la violence si elle n'arrive pas à s'exprimer autrement. Donc voilà, c'est toute une optique, c'est juste une proposition, vous avez tout gratuitement sur le site survisme.info. Mais il y a d'autres approches et il n'y a aucun problème. Donc voilà, l'émancipation de l'intellect et des savoir-faire, parce que il faut rendre libre les savoirs, ce qui est impossible actuellement, parce qu'on est dans un système monétaire, donc ça coûte cher de faire de la recherche, il faut l'amortir, donc on fait des brevets, on fait du copyright. Quand il n'y a plus de monnaie, qu'est-ce qui se passe du brevet et du copyright? Il n'existe plus. Il n'y a plus de la reconnaissance éventuelle de celui qui a fait les recherches, etc. Mais ce n'est plus un frein à l'accès quand il n'y a plus de monnaie. Et donc ça permet de s'émanciper, tout simplement, de choses. Parce qu'il faut bien savoir qu'actuellement, on ne donne pas son savoir librement à l'autre, parce que d'une part, ça prend du chiffre d'affaires potentiel. Mais nous, si on n'a plus de monnaie, plus notre voisin sait faire des choses, plus nous, on vit tranquille aussi. Et plus on apprend des choses aussi, plus on vit tranquille. Donc ça brille complètement le raisonnement. Quand on supprime la monnaie, on solutionne énormément de problématiques actuelles. Voilà, tous les savoirs disponibles, et c'est déjà accessible en partie grâce à des outils comme Wikipédia et tout un tas de choses. Mais voilà, il faut aller plus loin. Donc, le monde physique, rendre accessible sans utilisation de monnaie, eh bien, on a plusieurs choix pour faire ça. Soit faire les choses illégalement, entre guillemets. Alors là, il y a la grosse question des lois actuelles et tout, où à Notre-Dame-des-Landes, par exemple, puisque vous êtes directement concerné à Nantes, les gens sont obligés toujours d'être à la limite de la légalité, se battre en permanence contre les décisions qui sont prises. Mais il y a toujours le côté illégal qui, après, sert de prétexte à l'État pour dire « Ah, voyez, c'est illégal, donc hop, on envoie les CRS, on envoie l'armée, et on nettoie tout. » Et ça, c'est dans tous les projets inutiles dont on a à souffrir, c'est le même système. Donc le but, c'est vraiment de faire les choses légalement. Donc, comment on fait pour faire les choses légalement? Malheureusement, on est encore obligé de passer par la case fric. Mais on a déjà des possibilités, c'est-à-dire réunir des fonds comme le fait l'association Terre de Liens. Alors Terre de Liens, si vous ne connaissez pas tous, c'est une association qui achète des fermes pour après les louer, donc il y a toujours une notion d'argent, mais à des petits agriculteurs en bio, des jeunes, etc. Et leur but, c'est de définanciariser les terres agricoles, c'est-à-dire les acheter pour les sortir de la sphère de la spéculation des terres. Donc, nous, on prendrait ce même schéma, sauf qu'évidemment, eux, il y a toujours l'argent, la location, même si la rémunération du capital des citoyens qui investissent dans l'association, elle est minime, elle existe quand même. Nous, ce sera vraiment un investissement pour l'avenir. Donc, pas de rémunération forcément, puisqu'il n'y a pas d'argent. Donc, c'est un peu spécial et il faut se méfier des dérives. Mais comment faire autrement pour faire les choses légalement? Mais par contre, c'est vraiment accessible. C'est-à-dire que pour le prix d'un appartement dans des grandes villes, vous avez des hectares et des hectares de terre. Bon, c'est juste un exemple, mais même les outils qui sont obsolètes parce que pas assez rentables actuellement, ça ne vaut rien sur le marché. Donc nous, on peut les acheter. On a plus de problème de rentabilité, ça marche très bien ces outils, c'est juste que ça ne produit pas assez à l'heure, donc ça bug, etc. etc. Donc voilà, Zoup, je vais trop vite, presque, non, voilà. Il faudra parler aussi de nos amis de l'Oasis du Sens, qui sont donc une association et qui nous parlera juste après moi, normalement, même si je vois partir le responsable, voilà, des gens qui achètent des terres pour mettre en commun l'organisation de cette terre, de cette production.
Donc ça, c'est accessible, même si c'est un peu dans le sens des incroyables comestibles. Si vous connaissez les incroyables comestibles, c'est des associations qui vont en ville, repèrent les bouts de bacs de fleurs ou quoi que ce soit, où on peut planter des légumes et tout ça, ils les plantent et c'est disponible à ceux qui en veulent. Voilà, c'est faire, laisser pousser, entretenir, et les gens se servent. Donc c'est déstabilisant, mais ça existe déjà. Voilà, donc le but d'acheter des terres, des biens, des machines et tout ça, c'est de démonétariser le monde, d'abord à évidemment une échelle très réduite, afin d'expérimenter si ce modèle est une bêtise ou pas. Mais si c'est pas une bêtise, ben, ça peut servir d'exemple, parce que évidemment il y a beaucoup de gens qui ont un petit peu ras-le-bol du stress lié à l'utilisation de monnaie et à toutes les dérives que ça entraîne. Et ensuite, bah, il y a démonétariser le monde au niveau législatif, une fois que ça aura fait boule de neige, si je puis dire, malgré le réchauffement climatique. Voilà, démonétariser le monde au niveau législatif, c'est tout à fait accessible, mais évidemment, il faut avoir existé politiquement un petit peu avant, d'où notre existence essai d'existence dans le système politique. Parce qu'il faut pousser les billes un petit peu de partout, on verra bien ce qui avance le plus rapidement. Voilà, donc il ne faut pas oublier qu'une civilisation sans argent, une civilisation de l'accès ne peut se concevoir qu'avec, ne peut pas se concevoir avec des citoyens moutons, quoi, ça ne peut se concevoir qu'avec des citoyens conscients. Donc voilà, c'est vraiment fondateur. Et on a besoin, nous, de tous les cerveaux disponibles, contrairement à d'autres qui ont juste besoin que vous payiez l'adhésion, etc., pour faire l'esclave ensuite. Donc il est temps de participer. Voilà, donc je vais laisser intervenir notre ami sur le jardin d'essence pendant 5 minutes, qui va expliquer ce beau projet qui est concret, qui est parti d'une décolonisation d'imaginaire et qui font des choses bien concrètes. Et après, il y aura des questions pendant une petite demi-heure. Bonjour à tous, donc je m'appelle Victor de l'association Émancipanante et là Marc nous disait expérimenter, servir d'exemple, et justement nous, une bande d'habitants nantais depuis le début de l'année, depuis le début de cette année, on travaille sur un projet d'Oasis Ressources. Donc pour comprendre un petit peu mieux le concept d'Oasis, j'ai mis pas mal de documentation sur la table derrière vous. Il y a c'est la table où il y a un objet rouge. Et donc, en fait, partant de ce constat sur le rapport avec la monnaie, etc., on a souhaité, avec l'accord des services de la ville de Nantes, créer un jardin potager avec toilettes sèches, composteur partagé, une cabane, une serre idéalement, etc. Créer un lieu accessible, donc forcément d'accès gratuit, et en même temps très productif, donc on est vraiment sur une logique d'expérimentation. Et donc je faisais juste ma petite publicité parce que c'est un projet personnel dans la mesure où je compte m'y investir, mais c'est ouvert à tout le monde. Et du coup, notre prochaine rencontre, débat, apéro, pour préparer notre premier chantier qui sera chemin de la Sensible du Tertre le 19 et 20 novembre prochain. On organise un apéro débat le 4 novembre au Baroudeur, donc toutes les informations sont sur la table là-bas. Donc voilà, c'était juste une petite prise de parole, un petit peu pour parasiter, j'exagère l'intervention de Marc, et pour montrer que des choses se font, mais on a besoin de vous évidemment. Donc voilà, c'était une petite intervention. Il faut commencer par quelque chose, et ça c'est très bien. C'est même très très bien. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas sur l'intervention. Je ne vais pas l'arroser. Vous avez des questions. Bien, il n'y en a pas beaucoup.
Il y a un micro, donc n'hésitez pas. Osez même des questions gênantes, j'adore ça. Donc, allez, hop là. Première question. Non, non, parce qu'il faut l'utilité pour la vidéo. Donc, je suis désolé, il faut parler dans le micro. Votre grand titre, c'était pas de monnaie, plus de troc, plus d'échange. Ah, Voilà, votre grand titre, c'était abolition de la monnaie, plus de troc, plus d'échange. Évidemment, la monnaie, c'est à la base, c'est le troc au départ. Tout à fait. Donc c'est clair que si on laisse le troc, la monnaie reviendra de toute façon d'une autre. Par contre, dans votre exposé, je n'ai pas vu comment. Oui, mais comment? Eh bien, c'est toute la question, c'est avec rien. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui nous posent la question, oui, mais par quoi vous allez remplacer la monnaie si en plus il y a ni troc ni échange et nous on répond, mais par rien, par votre cerveau. C'est-à-dire que, c'est pas provocateur ce que je dis, hein, c'est constructif. Hein. C'est-à-dire que le but, c'est la réciprocité de société. C'est-à-dire, je suis citoyen, ça veut dire que je participe à la société par mon travail normal, hein, suivant ce que je fais, suivant ce que je peux être formé pour. Sauf que là, il n'y a même plus le problème de la rentabilité directe. Il y a toujours la notion d'utilité, hein, parce que faire un travail inutile, bon, à quoi ça sert? Mais on peut être formé à n'importe quel job. Il n'y aura pas le problème de la concurrence. Donc on peut se partager le travail. Et en échange, la société, donc c'est un échange, mais ça tient plus de la réciprocité. La société comble les besoins que vous avez. Donc après, ça soulève des questions énormes hein, sur que devient la place du travail. Et alors ceux qui vont prendre tout, et comment ça va faire? Et alors ceux qui vont rien foutre, hein, comme il y a eu dans la vidéo, toutes les questions qui se posent légitimement, hein, et qu'il faut poser. Il faut savoir que même avec, je crois, 3 ou 4% de fainéants complets, le système marchera sans aucun problème. Ça, c'est des études, mais je ne sais plus les références, donc il faut aller chercher si ça vous intéresse. Sur pareil, la pénibilité du travail, qui devient la place du travail, il faut savoir aussi qu'on garde quand même une notion de marché. Mais ce n'est pas un marché monétaire, c'est un marché de rencontre des besoins et des ressources, avec le BRT, l'économie basée sur les ressources. Voilà, ça oblige à prendre son temps. Vraiment, on est à l'inverse de cette société de speed, où il ne faut surtout pas réfléchir, où le produit il est juste vers la caisse, et hop, oh, tiens, j'en ai besoin, ça me donne envie, hop, je prends et je réfléchis pas, et après j'arrive chez moi, qu'est-ce que j'ai acheté cette merde? On n'est pas du tout dans ce schéma-là. Il faut prendre un temps à vous imposer du silence, de la perte de temps. Et là, votre cerveau, il aura le temps justement d'imaginer, de se poser des questions. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on n'est pas là pour répondre à toutes les questions. On fait notre mieux, parce qu'on y a déjà un petit peu réfléchi. Mais c'est vraiment un cheminement personnel chaque fois. Et d'aller aussi rencontrer avec les autres pour les confronter, ces idées. Donc voilà, remplacer par quoi? Rien. Et c'est terrifiant. C'est terrifiant, c'est la réalité, c'est terrifiant. Mais en fait, ça existe déjà, il y a tout un tas de choses qui ne sont pas monétarisées, de relations humaines et tout, et ça se passe bien mieux, quoi. Mais voilà, comme l'a dit un des intervenants dans la vidéo qui est passé au début, il faut l'expérimenter par soi-même. Il faut être dans cette logique d'abondance sans gaspillage. Un autre exemple, par exemple, l'abondance, on dit « Ah oui, mais il manque toujours des choses. » Mais non, mais c'est cette société qui a besoin que les choses manquent pour avoir un prix. Par exemple, dès qu'il y a une surproduction de fruits, les fruits, on les laisse sur les arbres, ils pourrissent parce que les prix se sont effondrés et c'est plus rentable de les ramasser. Donc, créer l'abondance, c'est tout à fait accessible maintenant. Vous allez dans des villes,
Vous regardez les arbres qui sont plantés dans les villes. Excusez-moi pour les platanes, mais on plante que des arbres de merde. Si vous plantez des arbres fruitiers, et c'est un mouvement qui est en train de naître dans le sud, ça change tout. Vous créez l'abondance. Alors évidemment, là maintenant, oui, mais la pollution, ah oui, mais qui va nettoyer sous les arbres, Bon, mais c'est organisable, sans aucun problème. Mais vraiment sans aucun problème. Sinon, le chemin personnel dans son cerveau de se vriller un petit peu la tête au départ. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais il reste des flous. Hein. Une autre question peut-être? Vas-y. Comment ça marche? Allez-y. Oui, je voulais savoir, parce que le problème, c'est la transition entre avec argent et sans argent. Parce qu'au départ, vous avez peut-être commencé avec un petit noyau, mais ce petit noyau, quelque part, il va être obligé à un moment donné d'importer quelque chose du monde extérieur. Comment va-t-il se fournir avec ces matériaux, ces matières, s'il n'a pas d'argent? C'est une grave question. Après, je ne sais pas réellement. C'est sûr que si on veut tous produire des écrans plats, on va avoir du mal. Mais il faut faire la liste concrète. C'est-à-dire que là, effectivement, vous soulevez un problème qui est important, mais de quel besoin on a besoin? Il ne s'agit pas d'imposer les besoins, toi tu n'as pas besoin de ça, hein. Au contraire, ça ne marcherait pas si ce serait comme ça. Donc il faut vraiment répondre aux besoins. Mais qu'est-ce qui est réellement inaccessible? Si vous voulez tous des maisons en or, c'est sûr que ça ne marchera pas. Bon, moi je vous passe ma part d'or, hein, il n'y a aucun problème, je m'en fous. Mais il est évident qu'à certains endroits, il va falloir biaiser ou, je ne sais pas, faire une interface momentanée. Mais encore une fois, le but, c'est pas de faire des communautés comme il y en a eu dans les années 68. Certaines continuent d'exister, comme Longomai ou des choses vraiment très très intéressantes et pas du tout connues du grand public. Il s'agit vraiment de créer une industrie post-monétaire. C'est-à-dire, on a besoin de ça, on achète ça et on peut produire en maîtrisant toute la chaîne de production de la terre. Je sais pas, par exemple, les vêtements, il faut des fibres, hein. Les fibres elles poussent, donc il faut de la terre, il faut après ramasser ces fibres, les traiter, les coloriser, les tisser, etc. Tout ça, il faudra le maîtriser. Mais ça existe déjà, il y a déjà des communautés qui font ça. Mais il faut s'organiser correctement. Donc en fait, c'est pas si inaccessible que ça. Le tout, c'est de ne pas laisser le flou, la grosse montagne. Non. Analysons clairement qu'est-ce qui peut être essentiel et qu'est-ce qui va nous manquer. Et comment on résout ce problème. Voilà. Après, oui, l'extraction de métaux dans certains trucs, ça peut être problématique, etc., etc. Mais de toute manière, ce sera problématique parce que là, on tire un maximum sur la planète, il y a bientôt plus certaines ressources, et donc, voilà. Donc, de toute façon, la question, on se la posera, soit dans la violence avec le système monétaire, parce qu'ils feront tous la guerre pour aller piquer des terres rares au Tibet ou ailleurs. Bon, ça existe déjà, ça continuera, ce sera pire. Mais la question que vous soulevez est très importante. Je ne sais pas une fois de plus si j'ai répondu à la question. Merci. Je vais peut-être ajouter quelque chose. Une autre question peut-être? Oui, ce que je voulais dire, c'était qu'il y avait deux choses qui étaient importantes. Effectivement, il fallait commencer par se déformater l'esprit. De la même façon qu'il n'y a pas de droit, il n'y a que des devoirs. Et les droits, le droit finalement ne vit que par l'existence du devoir de l'autre. De la même façon, l'économie du don, c'est simplement faire les choses qui ont du sens en donnant que dans un sens, mais finalement, ce qu'on reçoit, on le reçoit par le don de l'autre. Donc,
pas si compliqué que ça. Et ce qu'il faut à l'heure actuelle, c'est vraiment l'expérimentation. Parce que l'expérimentation permet de s'affranchir des peurs. Trop penser, c'est pas forcément... il faut commencer par l'expérimentation et ensuite réfléchir au fur et à mesure aux freins et aux contraintes réelles qu'on trouve sur le terrain, et pas commencer à s'interdire les choses parce qu'on va réfléchir à des contraintes qu'on finalement ne trouvera pas forcément sur le terrain. On est dans une société où en permanence on nous garde dans des carcans grâce à la peur. Et ça, il faut dépasser ça. Une économie du don, ça passe aussi par réfléchir au sens des choses. À l'heure actuelle, il y a beaucoup trop, même s'il y a du chômage, il y a beaucoup trop d'heures travaillées pour rien. La personne qui va transporter, par exemple, le même légume de l'Espagne à la France, et de l'autre côté, il va y avoir un Français qui va exporter pareil de la France à l'Espagne, par exemple, c'est une stupidité. Que ce soit d'un point de vue énergétique, que ce soit d'un point de vue de temps, de coût, ça n'a vraiment pas de sens. Ces chauffeurs routiers, par exemple, ils seraient aussi bien chez eux à expérimenter les choses. Vous voyez, une fois qu'on commence à réfléchir, à faire les choses et à se dire, mais bon, on n'a plus le système d'argent pour être rétribué, donc pour avoir ce dont on a besoin, il faut faire tomber tout ce qui est inutile, tout ce qui n'a pas de sens, tout ce qui nous perd en temps, en argent, et surtout qui nous déshumanise parce qu'on n'est plus dans un rapport avec l'autre de proximité, de création de liens. N'oublie pas ta question. Je sais pas si c'était juste mais la question je sais pas, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Mais moi, il me semble que l'expérimentation d'abord et ensuite, tout de suite s'appuyer au fur et à mesure de l'expérimentation aux questions est plus importante que de rester dans une peur finalement, on n'y arrivera jamais parce qu'il faut d'abord résoudre tel ou tel problème. Je pense que justement, on est formaté de tout jeune à résoudre des problèmes dès l'école. Et il faut peut-être faire un pas de côté et arrêter d'essayer de résoudre des problèmes en choisissant un autre chemin qui est bon, je vais essayer de faire autrement. Et au fur et à mesure, qu'est-ce que je fais qui est faisable et non je résous un problème. Oui, non, mais après, il faut, tout est relatif, quoi. Comme d'habitude, il faut à la fois réfléchir sur les éventuels problèmes, à la fois ne pas se cantonner à la réflexion et expérimenter. Après, il y a tellement de choses qui ont déjà existé, qui ont échoué, on peut savoir pourquoi ça a échoué. C'est un petit peu idiot d'expérimenter sans réfléchir et de se retrouver confronté exactement au même problème, alors qu'en ayant un petit peu réfléchi avant, on aurait pu s'éviter bien des troubles. Mais vous n'avez sûrement pas voulu dire ça. Voilà, oui, il faut expérimenter, mais c'est les deux billes à avancer en même temps, hein. C'est réfléchir et expérimenter. Oui, j'ai pas mieux. On n'a pas mieux. Si quelqu'un a mieux, n'hésitez pas. Alors moi j'ai une question par rapport à notre société et des fondements, notamment l'école, l'enseignement et la santé. Donc je ne vois pas je suis d'accord, il faut se ouvrir le cerveau, mais je ne vois pas comment on fait fonctionner ces piliers de la société. Dans ce modèle, parce que si on n'a plus de santé publique, il faut que les citoyens soient en bonne santé.
et l'éducation, c'est aussi prioritaire. Donc, Mais de toute façon, l'éducation, si le savoir est accessible, toute la question après, c'est que devient l'éducation? Est-ce que c'est un bourrage de crâne? Est-ce que c'est Montessori? Est-ce que c'est d'autres approches? L'important, c'est que l'humain soit le plus conscient de l'environnement qui l'entoure, soit le plus apte à répondre à ses besoins et aux besoins des autres, etc. L'école, je vois pas où est le problème d'organisation d'école. Des gens qui aiment enseigner, il y en a toujours eu, même s'il y a des mercenaires parce qu'ils sont à l'abri, entre guillemets, de certains aléas économiques, il n'empêche que, voilà, enseigner, ça a toujours passionné énormément de gens. Donc l'éducation, je vois pas où est le problème. La santé, ça peut l'être éventuellement quand on connaît le côté justement mercenaire de certaines spécialités, de chirurgie ou d'autres trucs bien spécialisés, mais là aussi il y a des gens qui sont passionnés par ça et ils n'en ont rien à faire de l'argent direct, enfin prendre soin des gens, mais encore là aussi la santé, si vous faites un environnement qui est malade, les êtres humains sont malades, qui sont stressés, etc. Donc si vous enlevez toute cette part, que devient après les ressources nécessaires pour soigner réellement ce qui doit être soigné? Mais c'est pareil, des gens qui aiment soigner les autres par passion, mais il y en a énormément. Mais c'est vrai qu'il y a la question, est-ce qu'on aura autant de chirurgiens-dentistes parce que ouvrir le bec à quelqu'un qui refoule du goulot pour aller soigner ses chicots, ben, c'est pas évident. C'est toute la question du côté mercenaire où il faut absolument du fric et beaucoup de fric pour faire le sucre pour que les gens s'en occupent. Ou est-ce qu'il y a quand même des gens qui justement trouvent que c'est utile et qui savent faire et qui ont un savoir-faire, etc., etc. J'ai pas la réponse sur l'avenir, je ne suis pas devin, mais je sais par contre que beaucoup de métiers, enfin la passion existe aussi même dans des métiers où actuellement ce qui domine c'est le fric. Mais oui, la question se pose. Mais la recherche, si vous voulez, toute la recherche médicale et tout ça continue sans aucun problème. J'ai pas creusé le côté médical, mais par exemple tout ce qui est maladie orpheline actuellement, elles sont orphelines à cause du fric. Parce que c'est pas rentable de s'occuper de ces maladies par rapport à l'investissement et aux ressources après. Qu'est-ce que deviennent les maladies orphelines dans un système post-monétaire? Est-ce que vous croyez qu'il n'y aura plus de chercheurs? C'est des chercheurs, il y en a plein, des gens qui veulent faire ça, mais il y en a plein et il n'y a pas le budget. Donc vraiment, encore une fois, il n'y a pas de certitude. Donc si vous voulez vivre dans un monde avec que des certitudes, je ne sais pas où ça existe. Mais voilà, ça retourne pas mal de problèmes, ça peut en soulever, ça c'est sûr. Mais voilà, j'ai pas mieux. Voilà. Monsieur. J'avais d'autres questions. Allez-y. Il semblerait que l'homme affronte un autre homme ou tue un autre homme, et c'est la seule espèce avec le rat. Et donc, partant de... Enfin, ça c'est la science qui l'indique. Partant de là, est-ce qu'on peut... Enfin, c'est les deux seules espèces qui tuent. Donc, partant de là, est-ce qu'on peut... c'est un constat. Est-ce qu'on peut décliner un modèle, celui que vous décrivez? Déjà, est-ce que actuellement avec la monnaie, on s'en sort bien pour éviter que l'homme tue l'homme? Je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui se font tuer parce qu'on leur pique leur fric. Et ceux-là, sans fric, je ne sais pas si on les tuerait. C'est encore une fois, on n'est pas là pour vendre du rêve, du bonheur, du paradis, tout le monde s'aime, gna gna gna, non. On est juste là pour éviter de se prendre le chou sur des trucs qui peuvent être résolus. Et on n'empêchera pas des meurtres passionnels, on n'empêchera pas la jalousie d'exister, des choses comme ça, c'est juste la remettre à sa bonne place. Mais
je ne sais pas trop quoi répondre de plus. Je dis, le nombre de gens qui se font tuer, quand vous regardez le nombre d'assassinats en Amérique et tout ça, derrière, il n'y a quasiment que des liens avec le fric, la drogue, enfin, mais tout, quoi. C'est que pour le fric, pratiquement. À part Roger Simpson, et encore, c'est pas... Ouais. Donc voilà, quoi, c'est... si vous voulez résoudre les problèmes de meurtre, on peut continuer à essayer avec le fric. À mon avis, c'est pas gagné, on fera mieux de changer. Oui, vous posez la question essentielle de l'inné et de l'acquis. Et je ne pense pas que ce soit un problème qui soit aussi fondamentalement lié à l'argent. Il est lié à l'argent à cause de notre société monétaire qui fait de cet outil un outil d'existence. Mais si l'on fait un peu d'anthropologie ou de sociologie, on sait très bien, mais je ne vais peut-être pas déflorer parce que je pense que c'est un sujet qu'abordera un petit peu Jean-Philippe et que j'aborderai aussi, c'est-à-dire que qui de l'inné ou de l'acquis, à cause de notre éducation, du monde dans lequel on vit, fait de nous un homme ou une femme différente. On sait très bien les débats qu'il y a eu sur les enfants sauvages, par exemple, ou la différence de deux jumeaux qui ont été séparés à la naissance, mis dans deux milieux différents de société, avec deux cultures différentes, et on s'aperçoit qu'ils sont le produit de cette société, de cette culture et de cette éducation. Donc dire que l'homme est un loup pour l'homme, c'est une réalité, c'est un constat évidemment, c'est un constat dans notre société actuelle, avec notre mode d'éducation, notre mode de pensée. Mais dire que c'est inné chez l'homme, toutes les études scientifiques prouveront le contraire. Et de toute façon, on a tous dans notre famille quelqu'un qui malheureusement a vécu des sévices éducationnels et qui a un comportement désorienté au niveau social. Et puis on voit très bien l'équilibre et les capacités de compassion, d'empathie qu'ont les gens qui ont été éduqués avec un amour filial, une attention et un développement intellectuel entre guillemets dit normal. Donc effectivement, on fait partie on est en haut soi-disant de la chaîne alimentaire, on a oublié qu'on était peut-être pas le centre, mais au moins intégré dans un écosystème. Mais ce qui est sûr et certain, et ça toutes les études le prouvent, c'est que comme la connerie, la méchanceté, c'est pas génétique, quoi. Voilà. Et ça, en tout cas, c'est pas moi qui le dis, ce sont de nombreuses études, et ça fait partie d'une prise de conscience importante, parce que Marc parlait de peur, à juste titre, parce que proposer un changement de société, c'est aller vers l'inconnu, et l'inconnu nous fait peur, puisque ça ne nous réconforte pas. Et dès qu'on a peur, on est déstabilisé, et dès qu'on est déstabilisé, on est angoissé. Si on est angoissé, ben on l'exprime par une forme de violence, qu'elle soit verbale ou physique. Donc les psychologues voudraient que la violence est toujours un moyen de communication. Hein. Quand un parent bat son enfant, c'est aussi pour lui dire qu'il l'aime à sa manière. Donc il faut comprendre que ce débat-là, il n'a pas lieu. Mais ça, c'est quelque chose qu'on ne nous informe pas. C'est pour ça que on milite tous pour, quels que soient pas les gens ici présents, mais ceux qui réfléchissent à une civilisation sans argent, quel que soit leur parcours différent, on milite tous pour une éducation très forte, un apprentissage de la sociologie, de la philosophie et de la psychologie comportementale très tôt. Parce que nous laisser dans l'ignorance de la façon dont nous fonctionnons dans notre interaction avec les autres, eh ben ça rend service à tous ceux qui tirent les ficelles, que nous élisons et que nous supportons, même si on sent un ras-le-bol général. Et donc, pour terminer là-dessus, je pense qu'aujourd'hui, il est plus à prouver qu'il y a un inné et qu'il y a un acquis. Donc, le chemin vers la civilisation sans argent, c'est aussi peut-être modifier l'acquis, en partant du principe que dans l'inné, on peut donner des choses différentes en fonction de notre culture. D'autres questions? On va poser peut-être une toute dernière question si on a une, sinon on va enchaîner. Voilà. Donc, il y a une cinquantaine d'années, j'ai vécu dans un milieu rural, au milieu de la paysannerie. C'était un milieu où il y avait beaucoup de petits paysans qui étaient en interconnexion les uns les autres. Parlez bien fort. Qui étaient en interconnexion les uns avec les autres pour tout type de coup de main, que ce soit main-d'œuvre, échange d'outils ou alors échange de matériaux. Donc il y avait une vie assez foisonnante. L'autre jour, j'ai vu à la télé La guerre des boutons. Dans ce film, on voit certains aspects de ce temps-là. Comment ça se passait dans les villages ruraux.
Et aujourd'hui, sur cette même zone, il reste très peu d'agriculteurs. Par contre, il y a beaucoup d'agriculteurs qui arrêtent par mise en retraite. Il y a aussi des terres libres par l'arrachage des vignes. C'est plus replanté, donc c'est laissé à l'abandon. Il y a d'autres terres qui sont libres, c'est des familles d'anciens paysans qui n'ont pas continué le métier, qui sont toujours propriétaires et qui, certaines parcelles sont libres aussi. Et je suis étonné de ne voir personne défiler dans les fermes pour voir, pour reprendre ces terres. On a une période de chômage et je ne vois personne dans les fermes passer pour voir, pour discuter, pour négocier, pour cultiver la terre. Et là, je suis abasourdi. Qu'est-ce qui se passe? Et on voit plein de terrains. Vous connaissez par exemple la SACVELT? Non. Alors voilà, c'est une organisation qui est étatique, qui, si je ne me trompe pas de nom, qui. La SAFER, pourquoi je dis SAFER? C'était autre chose. Ah oui, SAFER, oui. Donc c'est elle qui chapeaute quand même la vente des terrains agricoles, etc. D'un côté, c'est dans le bon sens pour pas que après ce soit bétonné, mais concrètement, ça continue le bétonnage et ils peuvent interdire à des gens d'acheter des terres agricoles. Donc voilà. Donc les passages. Donc les gens ils peuvent passer, mais ils font passer. La passation des fonciers, ça se passe sur Internet. Ça se passe pas sur le terrain, c'est ça? Non, c'est une question de décision. C'est-à-dire que soit vous avez le droit d'acheter si vous prouvez que vous allez être vraiment agriculteur, tout ça, que vous avez eu des diplômes, ou c'est tout un carcan. Donc si vous venez, vous d'ailleurs, ça va être très compliqué d'acheter des terres agricoles. Ça veut dire que tout postulant doit passer par la SAFER, c'est ça? Oui. Eh bien oui, mais c'est ce monde. Hein. Ouais. C'est le monde monétaire, hein. Qu'est-ce que je voulais que je dise? C'est comme ça. Hein. Ouais. Si vous voulez, monsieur, vous avez une petite question. Alors vraiment très bref, parce qu'après, il n'y a pas de souci. Sur la session, vous parliez tout à l'heure des tentatives qui commençaient à se faire à travers certaines communautés, en fait, une communauté d'hommes, mais ça reste limité à des communautés. Le problème, c'est que si on veut que ça devienne opérant, le système sans argent, il faut que ça dépasse largement le stade de la communauté, il faut que ça devienne national, il faut que ça devienne international. Parce que dans une partie de l'humanité majoritaire qui continuera à utiliser l'argent, comment on pourra vivre un tel système? Oui, ben c'est bien la problématique, mais quand on prend après l'échelle des besoins, l'humain a besoin de nourriture obligatoirement tous les jours, donc il faut s'occuper d'abord de la nourriture, évidemment du toit en même temps, parce que s'il est dehors, il y a un problème aussi. Ça, c'est accessible très rapidement. Après, on peut, entre guillemets, profiter du système actuel dans la production, comme on parlait des biens qui ne sont pas produits tout de suite. Voilà, on peut avoir une jambe de bois sur certains éléments. Le temps de ne pas perdre cette optique qu'il faut démonétariser tous les secteurs d'activité utiles. Mais c'est ça, c'est aussi cette organisation. Là, vous parlez de communauté, et on a parlé de communauté. Bon, la seule que je connais qui est justement pérenne depuis très longtemps et qui a plusieurs domaines d'activité, c'est Longomaille, même si je ne suis pas du tout un spécialiste et je sais qu'il y a eu 2-3 trucs, mais bon, je ne connais pas plus que ça. Il faut s'organiser, c'est-à-dire que bien souvent les communautés sont entre guillemets thérapeutiques. C'est-à-dire que les gens ne supportent plus la ville, tout ça, ils veulent un éco-village, donc un truc où ils plantent leurs légumes et tout, mais c'est pas ça qu'on veut. Hein. C'est vraiment quelque chose qui produit correctement, où c'est organisé, réfléchi ensemble, etc. Donc c'est vraiment un niveau d'organisation. Voilà, c'est pas le but, c'est pas de planter une yourte et de dire je suis indépendant. Ouais, non, c'est pas du tout ça. C'est vraiment se rapprocher de l'idée de terre de liens et d'autres choses comme ça, d'organisation
plus structuré. Mais ça pose plein de problèmes, hein. Plein de questions surtout. Mais il y a sûrement des réponses. On va à la suite ou... Oui, alors ce que vous voulez vous proposer, dans le programme il y a marqué qu'il y avait une pause, mais en fait on se demande si on pourrait pas enchaîner, si vous êtes d'accord. Donc avec la deuxième intervention de Jean-Philippe.